Bonjour, je m'appelle Carmelo, je suis membre de Narcotiques Anonymes. Simplement, chez Narcotiques Anonymes, on prône l'abstinence pour le rétablissement, un peu comme M. Taureau le disait. Pas simplement pour, comme un but en soi, simplement pour pouvoir s'ouvrir au rétablissement que Narcotiques Anonymes propose. Je voudrais juste dire que Narcotiques Anonymes existe dans plusieurs villes en Wallonie et à Bruxelles, en Flandre également. À Anvers, on est quelques centaines de membres qui sommes abstinents et qui nous rétablissons grâce aux réunions, grâce au programme de Narcotiques Anonymes. Voilà, je ne vais pas m'imposer plus que ça. On peut obtenir des informations. On a un stand ici à l'étage, à ce même étage, avec possibilité de dépliants, etc., d'informations pour ce qui est de nos réunions, de ce que nous faisons, de qui on est, etc. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Voilà, merci de nous accueillir en tout cas. Merci aux gens qui ont organisé ce forum. Je ne connais pas les noms par cœur. Je sais qu'il y a le Dr Orban qui nous a invités, le professeur qui s'occupe de l'Aramée. Voilà, je voulais remercier. Merci. Okay. Merci de cette information. Je vois qu'il y a un autre micro de l'autre côté aussi. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Je vais prendre la première question et je la vois tout près de moi. Bonjour à tous, voilà. Je pense à une patiente que j'ai vue. Oui. Peter Dereuse, psychiatre. Je pense à une patiente que j'ai vue hier et qui m'a dit, voilà, je suis occupée à me détruire, je suis bien consciente, mais je ne sais pas faire autrement. Et là, je me sens effectivement assez impuissant devant une patiente qui me dit ça. Et alors, ma réponse hier, ça a été de lui donner du Célincro, en tout cas de faire cette demande au médecin conseil pour qu'il puisse en avoir. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de situation et aussi de ce médicament? Je pense que c'est une question pour Thomas Orban. Donc le Célincro, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le nalméphène, médicament qui est arrivé il y a quelques années sur le marché, qui a été remboursé sur approbation du médecin conseil dans des critères bien précis, entre autres d'avoir fait la preuve après une prise en charge d'au moins 15 jours qu'il n'y a pas de diminution de consommation. L'objectif du Célincro, il se situe dans ce qu'on appelle la diminution de consommation, donc ce n'est pas un médicament du maintien de l'abstinence. J'en déduis par là que vous avez proposé comme objectif thérapeutique la diminution de consommation à votre patient. Et je pense que c'est aussi un objectif pragmatique. Hein. On parle de ce nouveau paradigme. Mais quelle est l'utilité? L'utilité, je pense que c'est de la garder en soin. C'est lui donner une réponse qui peut l'aider. Hein, si elle ne voit pas d'autres moyens, peut-être que ça peut l'aider pour autant qu'elle veut rester dans ce contexte de soins-là. Et qu'elle refuse, par exemple, d'aller dans une institution pour faire un sevrage, qu'elle refuse pour l'instant, ce n'est pas nécessairement le cas dans quelques mois, de faire l'essai par elle-même et avec votre aide d'une consommation contrôlée. Néanmoins, j'attire l'attention toujours du patient sur le fait que, par exemple, et c'est l'étude du Célincro, qu'est-ce qu'a montré le Célincro? Que si on prend un patient qui consomme 10 unités par jour, la prise en charge, la prise en soin va l'amener à peu près à 4 unités par jour. L'ajout du Célincro, c'est moins 1,1 verre par jour. Donc il va passer à 2,9. Donc le gros du boulot, en fait, c'est vous qui allez le faire. Le Célincro va faire une toute petite partie du travail. J'ai l'habitude de le réserver aux gens qui tentent une consommation contrôlée, qui ont du mal à y arriver, un petit peu comme les crampons de l'alpiniste qui sait bien se balader sur son glacier sans crampons tout un temps, mais à un moment donné, ça se met à glisser trop fort, il faut des crampons. Ça, c'est le Célincro pour moi, au jour d'aujourd'hui. Voilà, merci Thomas. Il y avait une question, le micro est à Isabelle, tu te présentes Isabelle? Oui, je suis Isabelle Poré, psychothérapeute. Je collabore avec Thomas, comme il l'a expliqué tout à l'heure. C'est plus une demande de réaction de votre part qu'une question. On parlait au début du lexique utilisé auprès des patients qui est adapté au plus près. Je joins cette idée avec le fait qu'il est absolument indispensable de rejoindre le patient là où il est, et que je pense que
il est indispensable de rendre le lexique du patient prioritaire dans l'idée de l'appropriation de son travail, et que, en l'occurrence, la grille d'ambivalence dans la première étape vers la consommation contrôlée ou en direction de l'abstinence est un outil extrêmement efficace de conscientisation, sachant que la prise de conscience de soi est quand même une étape majeure dans une situation de consommation au sein de laquelle la personne a perdu le contrôle. Donc prendre conscience de soi, c'est je crois la première étape, et probablement aussi juste avant même de contrôler sa consommation en tant que dosage, de contrôler sa consommation en tant que façon de consommer, de s'observer là où ça m'échappe, de s'observer sur comment je bois, la main droite ou la main gauche, est-ce qu'on peut changer de main pour boire, la façon dont on boit de plus petites gorgées plutôt que de plus grandes gorgées, où se situe la bouteille de vin. Une étape de conscientisation, la trouvez-vous intéressante? Une réaction de Denis, peut-être? Commence. Il veut que je commence. Isabelle connaît ma réponse parce que la grille d'ambivalence, je la fais systématiquement dans chaque prise en charge, qui constitue en 2 consultations. La première, je remets au patient une grille d'ambivalence justement pour qu'il prenne conscience des avantages de sa consommation, et je commence toujours par dire en consultation d'alcoolologique, l'alcool, ça va vous choquer, mais c'est un super produit, hein. Ça agit super vite, c'est efficace très rapidement, au bout d'une dose pas très importante. Le problème, c'est ce qui se passe après cette dose-là. Et donc vient après l'évaluation des inconvénients pour lui. Je leur dis, ne me dites pas que ça donne une cirrhose, hein, ça je le sais, mais parlez-moi de vous. C'est une des parties les plus importantes parce qu'effectivement les gens vont mesurer, et certains qui sont venus en me disant je voudrais une consommation contrôlée, à la 2e consultation ils me disent non mais finalement je me suis rendu compte que moi j'ai besoin de m'arrêter. Oui, ben, moi aussi je pense que la première partie du traitement c'est vraiment essayer de comprendre ce que les gens cherchent, ce qu'ils sont prêts à faire, ce qu'ils ont déjà essayé. Alors pour revenir à la question la question précédente, ben déjà, affirmer son désarroi et son incapacité de changer, c'est une première étape. Et puis après, il peut y en avoir d'autres. C'est pas parce que quelqu'un vous dit, dans un premier temps, je ne peux pas changer, je m'en sens incapable, que c'est vrai. Enfin, je veux dire qu'il n'y a aucune possibilité. Et donc, il y a tout un cheminement qui se fait, et donc peut-être que d'avoir donné le Sélincro, c'est une première étape, et puis après, il y en aura d'autres. Hein. Mais donc, c'est quand même une construction provisoire qu'on fait avec les gens au cas par cas. Et donc, notre premier travail, c'est vrai, c'est déterminer, avec ce patient-là, quel est le prochain pas qu'on peut faire. Hein. Quel est le premier pas qu'il peut faire. Et puis, le premier pas en amène un autre qui est imprévisible au départ. Et donc, c'est un cheminement, un accompagnement dans le cheminement qui permet finalement de les amener, dans le meilleur des cas, vers un changement, et parfois pas, mais parfois il y a des gens qui ne changent pas beaucoup. Il y a des gens pour qui on n'a aucun espoir au départ, et puis qui après 10 ans, ou même longtemps, vous voyez qu'ils changent, qu'ils ont très fort évolué. Puis il y a des gens avec qui on se dit ça va être facile, tout va être simple, et puis il n'y a rien qui va. Donc c'est très difficile à prévoir comment un patient va évoluer. Et donc il ne faut pas trop, même si le premier contact est difficile, il faut essayer de cheminer avec le patient, et certains vont saisir des opportunités que nous-mêmes on est incapable d'imaginer, mais que la vie va leur offrir. Et donc il faut cheminer avec eux avec pas mal d'incertitudes. Et au cours de ce chemin, on voit que certains évoluent très bien, pour d'autres c'est plus difficile. Mais même pour ceux pour qui c'est difficile, l'accompagnement est déjà très important, parce qu'être tout seul avec son problème, c'est une chose, être mal et être accompagné, c'est différent. Ça change déjà la qualité de vie que d'avoir au moins un interlocuteur. Ok, merci voilà. Denis. Je vais passer la parole à quelqu'un qui est tout au fond de l'auditoire. Bonjour à tous. Je suis Rizo Slampreni, je suis médecin, cardiologue.
Et donc ici pour des raisons un peu personnelles, et merci infiniment pour vos exposés qui étaient très intéressants. Donc quand on rencontre une personnalité addicte, est-ce que la consommation contrôlée est-elle un objectif raisonnable sur le long terme, finalement? Voilà une question qui n'est pas facile. Au sein de notre panel, qui veut répondre? Vas-y. Je voudrais peut-être faire un lien avec ce qui a été demandé tout à l'heure. Peut-être que ça va répondre à votre question, en tout cas j'espère. Je pense qu'il faut faire une grande distinction, et de nouveau je parle de là où je suis, à savoir directeur d'une institution considérée comme haut seuil d'exigence. On essaye d'être le plus bas possible. Je pense qu'il faut faire une distinction entre l'intérêt et la motivation. Et je pense qu'à partir du moment où quelqu'un a un intérêt, et comme monsieur expliquait tout à l'heure dans sa consultation, il y a un intérêt à venir à une consultation, je pense c'est comment est-ce qu'on fait pour accrocher la personne pour que cet intérêt perdure dans une visée, non pas d'abstinence, mais dans une visée de processus de mieux-être, on peut l'appeler comme on veut. Et donc si la consommation contrôlée permet à un intérêt d'accrocher la personne pour continuer ou faire autre chose, ben c'est déjà ça, je trouve. Alors j'ai envie de répondre aussi en vous disant, y a déjà le mot le long terme. Pour beaucoup de nos patients addicts, il y a une comorbidité anxieuse. Alors leur dire le long terme, ça c'est, ils ont déjà envie de s'enfuir. Hein. Si vous leur dites, il faut s'arrêter. J'aime bien l'aspect des alcooliques anonymes qui dit on s'arrête aujourd'hui. C'est un jour à la fois. D'abord. Le long terme, c'est demain. Demain, on sera peut-être plus là, on sera fait écraser en traversant la place Flagey. Donc, le long terme, c'est notre angoisse qui parle, en fait. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est utile pour le patient qui est devant nous, à ce moment-là? On vient d'entendre une histoire, 12 ans. 12 ans. Eh bien, 12 ans, c'est le délai moyen. 12 ans pour, à un moment donné... Ça veut dire qu'avant, c'était pas bien? Non. Avant, c'était la vie, c'était ce qui était capable d'être fait à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui est utile au moment qui est décidé? Pour répondre à la cardiologue, pour un patient hypertendu, c'est très utile de diminuer sa consommation. Il risque de passer de 3 médicaments à un seul, voire à 0. Voilà, il y a une question. Oui. Je ne sais pas, vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour, je m'appelle Dominique. Je fais partie des alcooliques anonymes. Je voudrais d'abord vous remercier évidemment pour toutes ces informations et remercier Fabienne pour son témoignage. Alors, le docteur Orban vient de l'évoquer en fait. Je veux dire, quand moi je suis arrivée chez les alcooliques anonymes, je ne pensais pas encore à la notion d'abstinence. Je venais chercher de l'aide. Il est clair qu'on m'a suggéré l'abstinence, mais que la notion essentielle qui m'a permis de l'envisager, ça a été le 24 heures à la fois. Avant d'arriver chez les alcooliques anonymes, j'avais fortement repoussé ce projet en me disant ils vont me dire que je dois m'arrêter de boire, ce qui était absolument inenvisageable pour moi. Par contre, ma vie devenait de plus en plus difficile et je voulais que ça s'arrête, c'est-à-dire tout ce qui n'allait pas dans ma vie. J'étais incapable de mettre un mot exact dessus. Mais en tout cas, pour moi, l'abstinence a été tout à fait possible à partir du moment où on a ajouté la notion de 24 heures à la fois. Et donc, pour moi, l'abstinence a été un premier objectif, l'abstinence heureuse étant un deuxième objectif, bien entendu. Maintenant, je suis abstinente depuis plus de 15 ans et je peux vous dire que c'est une vraie, longue, belle nouvelle vie. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Alors, j'ai une question vers le fond. J'ai une toute petite histoire en écho. J'ai eu un patient c'était un médecin qui avait été très très loin dans sa consommation, qui était au bord de perdre son travail. Je lui ai suivi 5-6 ans sans l'aide des AA, c'était très chaotique. Il est allé chez AA, il a changé radicalement, mais il était incapable de l'abstinence totale. Et donc il buvait encore 2 verres le mercredi,
le vendredi soir et le dimanche midi avec son épouse. Mais il allait 2 fois par semaine chez Léa, il devait se présenter, et donc, alors il se présentait comme, il donnait son prénom, et puis il disait abstinent un jour à la fois, puisque, comme on doit donner son statut au début de la réunion, il s'annonçait comme abstinent un jour à la fois, et donc, voilà. Ok, je prends une question. Je suis Madame Benoît, psychologue dans une unité de sevrage en milieu hospitalier. Ce n'est pas forcément une question, mais c'est plus une résonance par rapport à ce que vous aviez partagé, Madame Verlaine notamment. Je reçois des patients qui sont dans des stades tout à fait différents et on parlait de l'importance de prendre le patient là où il est. Et beaucoup d'entre eux, de plus en plus, se permettent de nommer l'envie de viser une consommation contrôlée, alors que la porte d'entrée dans un milieu hospitalier, en tout cas le nôtre, c'est d'abord de viser l'abstinence. Et je trouve assez intéressant de pouvoir, dans un premier temps, réfléchir avec eux à ce qu'ils imaginent être la consommation contrôlée. Vous avez dit, Madame, que pour vous, c'était boire comme tout le monde. Et je pense qu'ils oublient parfois que l'insouciance qu'ils avaient avant de devenir dépendants aux produits n'est plus quelque chose de possible. Et donc il y a vraiment quelque chose dans la fonction que le produit a, la relation qu'ils ont avec ce produit, pourquoi ils consomment, à quel moment ils consomment, qui est important, je pense, de réfléchir et de questionner avec eux. Beaucoup disent, ben voilà, moi j'aimerais boire de temps en temps, savoir m'arrêter sans en avoir l'envie, sans que ce soit quelque chose de contraignant. Et finalement, ils reviennent après X semaines, mois, années de tentatives de consommation contrôlée en disant « mais j'y arrive pas, je suis toujours en train de penser à ce cadre dans lequel je dois fonctionner, dans lequel je dois consommer. » Et c'est épuisant. Et vous disiez finalement, l'abstinence était beaucoup plus simple, beaucoup plus abordable, pour moi en tout cas. Et donc je pense qu'il y a ce moment de questionnement sur ce qu'ils imaginent de la consommation contrôlée ou de l'abstinence, et de voir que ça peut évoluer au long de leur parcours. Voilà. Peut-être que Fabienne veut réagir un instant. Comment, dans les groupes d'entraide, répond-on à ces personnes qui souhaitent plutôt accéder à une consommation modérée, contrôlée? Qu'est-ce qu'on leur dit? En fait, quand ils viennent aux réunions, chez nous, tout simplement, il y a des membres qui viennent, enfin des gens qui viennent au tout début et qui ne sont toujours pas abstinents, et ils constatent par eux-mêmes que, par la force des choses, contrôler sa consommation, c'est mission impossible. En tout cas, ils l'entendent en tout cas de la part des témoignages des uns et des autres. Et c'est en venant comme ça de manière régulière aux réunions qu'ils constatent que la seule issue favorable, c'est l'abstinence. Moi ici, dans mon cas, je choisis de ne pas boire aujourd'hui, je choisis de ne pas boire demain, je suis dans une liberté totale. À partir du moment où je reprends le premier verre, je suis de nouveau reparti dans ma prison de l'alcool. Et c'est ça que j'essaie de leur expliquer aussi. Maintenant, probablement qu'il y a des cas où on peut peut-être passer à une consommation modérée, mais chez nous, à vie libre, le nombre de cas qu'on a eu de personnes qui essayent de gérer leur consommation, ça ne fonctionne pas. Ok, merci Fabienne. Alors, j'avais une question. Bonjour, docteur de Paris, je suis psychiatre. Merci pour ces belles interventions très nuancées, je trouve, autour de cette question de l'abstinence. Je voulais attirer l'attention sur le fait qu'il ne faudrait pas confondre l'abstinence d'un produit avec l'idéal d'indépendance qui peut être derrière. Et ça m'amène à formuler une question. Des patients sont tout à fait capables, par exemple, de faire un chemin d'abstinence pas trop compliqué au sein d'un hôpital, d'une cure, voire d'un centre de post-cure. Et un certain nombre d'entre eux se trouvent très déçus et très découragés de faire des rechutes très rapides en sortant du centre de post-cure, parce qu'ils en viennent à considérer qu'ils ont développer une forme de dépendance à la communauté thérapeutique, et que quand ils s'en trouvent lâchés à la fin du programme, enfin lâchés, remis dans leur vie, s'ils n'ont pas fait des liens sociaux, comme disait Denis, plus importants à l'extérieur, la rechute peut être rapide. Ou alors, est-ce que la focalisation de l'abstinence sur un produit ne risque-t-elle pas de dériver vers des addictions sans drogue? On a vu des patients
dépendants commençaient à pratiquer du sport de façon excessive, s'imposer des restrictions alimentaires importantes ou développer des addictions aux écrans. Alors, ma question va vers Denis. Est-ce qu'un transfert de dépendance d'un produit qui était très toxique vers une autre dépendance qui le serait moins, est-ce que pour toi ça représente une complication ou un pas vers la guérison? Merci beaucoup, Bernard. Ben voilà, je pense que effectivement, il existe des transferts de dépendance. On a même, par exemple, des patients qui, en communauté thérapeutique, dans un contexte d'abstinence, prennent beaucoup de poids parce qu'ils compensent par de la nourriture ils se calment avec de la nourriture comme avant, ils se calment avec de l'alcool. Donc des transferts de dépendance, ça existe. Maintenant, il y a des dépendances plus nuisibles que d'autres, et aller vers une dépendance moins nuisible, c'est déjà un progrès. Donc je pense qu'effectivement, on est tous plus ou moins dépendants de quelque chose. On parle du smartphone, on en parlait avec mon voisin avant. Ben voilà, c'est aussi un outil de travail, c'est une dépendance, oui, mais elle n'est pas aussi toxique que d'autres. Donc voilà, je pense qu'effectivement, se trouver des dépendances moins toxiques, ça peut être une façon d'avancer sur un chemin. Ok. Merci Denis. Encore peut-être la dernière question, réflexion. Bonjour, je suis Dominique Goé, je suis psychologue, je suis ancienne collègue de Bernard ici à l'hôpital de Lierneux pendant plus de 20 ans. Ensuite, je suis passée aux ressources humaines et dans le cadre des ressources humaines, je m'occupe, on ne va pas dire du bien-être au travail, mais plutôt du mal-être au travail et notamment de tout ce qui est problème d'assuétude. Et donc maintenant, je suis en amont, je vais dire, par rapport aux hospitalisations, par rapport aux problématiques alcool, puisque j'ai plutôt des gens qui sont en excès de consommation. Et donc, l'objectif dans le cadre des programmes de prévention ou de gestion, on va dire, des dysfonctionnements professionnels, des assuétudes, par rapport à l'objectif, lorsque je rencontre des agents, des travailleurs, c'est l'abstinence dans le cadre du travail. C'est l'objectif, puisque je peux aussi recevoir ces personnes en tant que psychologue et essayer de les maintenir dans le cadre de leur profession, si l'état n'est pas trop grave, c'est de pointer l'abstinence, surtout quand il y a des postes à risque ou de sécurité dans le cadre du travail. Donc voilà, c'était juste un partage. Merci. Je voudrais rajouter une chose. Donc, la consommation d'alcool au travail rentre dans un cadre réglementaire. Il y a une convention collective de travail qui s'appelle la CCT 100. Toutes les entreprises sont censées avoir pris des mesures concernant cette CCT 100 qui insiste non pas sur la quantité de consommation de psychotropes contrôlés, mais sur le comportement du travailleur au travail, puisque c'est la seule chose objectivement évaluable, grosso modo, par l'entreprise, c'est comment il fonctionne.